Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. L'abondance de l'énergie hydraulique dans les autres régions de l'Afrique, équatoriale surtout, a conduit à minimiser les possibilités hydroélectriques du Sénégal et du Mali en particulier. Si l'on envisage l'industrialisation de ces régions et leur équipement énergétique dans le cadre d'un plan d'ensemble, conçu à l'échelle de l'Afrique, l'installation de certaines industries, comme l'exploitation de certaines ressources énergétiques, deviennent ridicules, sinon absurdes, tout au moins dans la première phase de l'industrialisation générale. Ainsi, c'est seulement dans le cas d'une sorte d'autarcie industrielle, si le Sénégal et le Mali n'arrivaient pas dans l'immédiat à s'entendre avec les autres territoires, que l'on pourrait envisager l'installation d'une micrométallurgie à Kédougou. Dans le cas contraire, où les concessions réciproques permettraient non seulement l'interconnexion des lignes de distribution d'énergie, mais également la spécialisation industrielle des territoires, le Sénégal et le Mali devraient s'orienter résolument vers l'implantation d'une puissante industrie du textile, du ciment, du pétrole et de la pêche. La vallée du Sénégal, la région du Massina et la boucle du Niger seraient aménagées selon l'ancien projet de l'Office du Niger pour une production intensive du coton parallèlement à la culture du riz. Dans les régions tropicales et équatoriales du monde, en Afrique en particulier, on peut prévoir, pour des raisons d'hygiène et de climat, que les textiles artificiels n'élimineront jamais totalement les cotonnades dans l'habillement. On pourrait donc transformer les deux zones tropicales de l'Afrique, de part et d'autre de l'équateur, en zone industrielle du textile, non seulement pour l'alimentation du marché intérieur, mais pour une exportation virtuelle. L'industrie textile a ceci de particulier: les installations sont robustes et peuvent durer de l'ordre d'un demi-siècle, mais sont vite démodées. C'est la raison pour laquelle l'industrie textile des vieux pays, avec ses installations anciennes, France en particulier, est essoufflée et ne peut pas concurrencer celle des pays neufs aux installations ultramodernes hautement mécanisées. C'est ainsi que le Japon et l'Inde exportent des cotonnades jusqu'en Afrique noire. Il faudra installer une industrie complète de filature et de tissage pour tisser à la fois le coton, pour l'habillement, le jute et le sisal pour les emballages, sacs de traite d'arachide, etc. Ceci implique le développement ultérieur de la culture du jute et du sisal, que l'on pourrait même importer en cas de pénurie du Zaïre et de la Tanzanie. On tissera également des fibres artificielles provenant de l'industrie chimique du bois de la Casamance. De même, les tissus ainsi fabriqués dans le Nord pourraient servir éventuellement d'entoilage pour des pneumatiques fabriqués dans les usines de la Casamance à partir des plantations d'EVA, dont il sera question plus bas. L'industrie textile utilise essentiellement la main-d'œuvre féminine, 50 à 60%, ce qui est intéressant pour une politique de plein emploi. Elle pourrait d'autre part faire revivre des villes comme Saint-Louis du Sénégal. Industrie de matières colorantes, elle est l'industrie sœur de celle du textile. Aussi, le Sénégal et le Mali devront le développer parallèlement. Cette région des tropiques peut absolument devenir le site d'une future IG Farben africaine. Compte tenu de l'abondance des ressources énergétiques de l'Afrique noire, il apparaît de moins en moins nécessaire de fabriquer des combustibles synthétiques à partir du charbon pauvre. L'essence, par exemple, selon le procédé Fischer-Tropsch. Une industrie chimique de matières colorantes dans nos régions sera donc tout naturellement destinée à recevoir
comme matière première le charbon pauvre du Nigeria, qui donnera, par distillation, les dérivés cycliques nécessaires à l'industrie des matières colorantes pour l'impression des tissus. En réalité, une industrie aussi puissante pourrait facilement se différencier et s'étendre aux différents domaines de la synthèse des produits de consommation. Industrie du ciment. Le marché africain est aussi insatiable en ciment qu'en textile, sinon plus. Toute la côte sénégalaise, grâce à la présence de calcaire et d'argile que l'on trouve partout, peut développer une industrie du ciment de première importance. Il s'agira de se procurer le charbon nécessaire au chauffage des fours en Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud ou en Europe. On installera également des briqueteries et tuileries, argile locale. De même, des glaceries à partir du sable des plages et d'ailleurs. Le verre n'est qu'un silicate de soude et sa fabrication se ramène à une réaction chimique. Le jour où l'on aura trouvé suffisamment de pétrole dans nos territoires du Sénégal, du Mali, du Niger ou dans le Sahara, le problème du chauffage des fours sera résolu. On remplacera le charbon par le mazout. Industrie des oléagineux. Les forêts de palmiers à l'huile, qui poussent naturellement de la Casamance à Saint-Louis du Sénégal, en passant par la région des Niayes, permettent l'installation d'importantes huileries-savonneries à Ziguinchor, dans le Djander, à Saint-Louis, en plus de celles qui existent déjà à Dakar et qui traitent actuellement les 2/3 de la production d'arachide du Sénégal. On pourra augmenter la culture de l'arachide avec moins d'efforts humains, en passant résolument avec la méthode extensive à la méthode intensive par l'usage des engrais et la mécanisation, arracheuse, batteuse, stations collectives, etc. Les huileries africaines qui traitent l'arachide n'apportent plus le charbon qui est remplacé par les coques, tandis que les tourteaux sont utilisés dans l'élevage. On peut répandre et développer la culture du ricin, qui fournit une huile industrielle hautement appréciée, entre autres raisons parce qu'elle supporte de hautes températures sans s'enflammer, moteur d'avion, etc. La culture du coton fournirait également un appoint d'huile à traiter grâce aux graines. Pêcherie. Dans les années à venir, la nécessité apparaîtra de créer dans les côtes du Sénégal une véritable flotte de pêche de haute mer pour tirer le maximum de profits industriels des bancs de poissons, de crustacés qui vivent dans ces régions. Les pêcheries de Port-Étienne sont très réputées, langoustes, thon, et les pêcheurs européens, bretons, dont les côtes se dépeuplent de poissons, viennent passer des mois entiers chaque année sur toutes les côtes de l'Afrique occidentale. Les requins foisonnent au large de Dakar. Or, on sait que ce poisson fournit une huile vitaminée qui est très appréciée en pharmacopée. Une telle flotte, bien équipée, pourrait descendre jusqu'à Pointe-Noire, au large du Gabon, et se risquer même à la pêche à la baleine, dont l'importance industrielle est indéniable. On sait qu'à la suite d'études scientifiques minutieuses, ces parages des côtes africaines se sont révélés favorables à cette pêche. Toutes sortes d'industries de transformation dérivent de l'industrie principale de la pêche, depuis les usines de conserve jusqu'aux margarineries, industries pharmaceutiques, etc. Une industrie du froid, tirée directement du soleil ou d'autres sources d'énergie dans l'immédiat, permettrait de ravitailler en poissons frais non seulement les régions bordières, mais l'intérieur du pays en toute saison. Industrie chimique du bois. Faute d'un accord conclu à temps, le Sénégal du Sud, Casamance, sera amené à développer une industrie chimique du bois qui serait superflue en d'autres circonstances. La Casamance est une région humide, relativement boisée,
Mais la forêt, vraiment dense, caractéristique de l'Afrique équatoriale, ne s'y rencontre plus que sous la forme d'îlots. Pour qu'elle soit apte à recevoir une industrie chimique du bois, compte tenu de la faiblesse du recrue annuel de nos forêts, il faudrait même y pratiquer un reboisement scientifique. Pour recréer la forêt dans les meilleurs délais, il faudrait même s'orienter, comme on l'a déjà préconisé pour d'autres régions, vers l'utilisation de plantes à pousses rapides, cactus, même annuels, papyrus, etc. La règle d'or de l'économie du Mali et du Sénégal est de ne plus déboiser la moindre parcelle de terrain. Le déboisement de la forêt casamançaise pour l'extension de la culture d'arachide par les compagnies privées est une catastrophe nationale. Les espaces offerts dans le nord, cela vient d'être souligné ci-dessus, suffisent largement pour la culture de cet oléagineux si on fait usage de nouvelles méthodes scientifiques. La Casamance, ainsi reboisée méthodiquement, pourrait fournir la matière première à une industrie chimique du bois installée sur le territoire même dans la banlieue de Ziguinchor par exemple. On produira de la pâte à papier, du papier pour la consommation intérieure, journaux, administration, imprimerie, des fibres textiles à destination des usines de tissage de la vallée du Sénégal et de la boucle du Niger, fabriques d'allumettes, explosifs. La distillation du bois fournirait des goudrons, des dérivés cycliques pour l'industrie des matières colorantes, de l'alcool méthylique, de l'acétone, etc., pour la synthèse chimique locale. La Casamance pourrait reprendre d'autre part la culture de l'EVA, qui a été abandonnée aux environs de 1910 au profit de la culture de l'arachide, ainsi que celle de la canne à sucre, en vue de la création de raffineries de sucre. La culture de l'EVA, représente sur un plan méthodique et scientifique, reprise sur un plan méthodique et scientifique, ferait de la Casamance l'aboutissement de cette zone naturelle du caoutchouc qui s'étend depuis la Côte d'Ivoire en passant par le Libéria et la Guinée. L'industrie des pneumatiques, qui lui est corollaire, serait installée dans la région et pourrait contribuer à soulager celle du combinat Guinée-Sierra Leone. Quoi qu'on dise, les nouveaux procédés de synthèse sont loin de détrôner le caoutchouc naturel, car le problème de la matière première n'est nullement résolu de façon satisfaisante. Le nouveau procédé de synthèse du caoutchouc naturel utilise l'isoprène comme matière première et le lithium comme catalyseur. On obtient la même régularité de ramification des radicaux méthyles de part et d'autre de la chaîne principale que dans l'EVA naturel. Le prix de revient de l'isoprène de départ permet de concurrencer dans une certaine mesure le caoutchouc naturel. De toute façon, pendant de longues décades, il sera encore absurde qu'un continent aussi favorisé que l'Afrique pour des plantations d'EVA s'oriente vers la synthèse du caoutchouc naturel. Dans les régions de culture maraîchère, comme Bargny, près de Rufisque, Tivaouane, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, on pourra installer d'importantes usines de conserves alimentaires variées, mangue, goyave, ananas, etc. Le Sénégal peut pousser davantage sa spécialisation dans l'industrie chimique en installant des usines d'engrais phosphatés, potassiques et nitriques pour le ravitaillement des différentes zones agricoles d'Afrique. Culture du riz. Le vieux projet de l'aménagement de la basse vallée du Sénégal envisageait de remplir le lac de Guiers avec les eaux de crue, ce qui permettrait, pendant la décrue, de dessaler avec ces eaux de réserve les berges du fleuve. On pourrait ainsi cultiver 50 000 hectares de riz. Ajoutons qu'une telle réserve d'eau, au moment de son utilisation à des fins agricoles,
et lors du remplissage, pourrait servir comme force motrice à broyer les céréales, mil et autres, dans des minoteries. Le lac mesure 50 km sur 10 km environ. L'autre projet, non moins vieux, de l'Office du Niger 1932, prévoyait également pour la culture du coton et du riz la mise en valeur d'1 million d'hectares de terrain répartis entre la boucle du Niger, région du lac Debo, et le delta intérieur, Massina, situé entre le Niger et le Bani. La culture du riz, comme celle du coton, demande une main-d'œuvre abondante. Aussi, avant l'avènement de la mécanisation à outrance, l'Asie, grâce à sa forte densité humaine, a-t-elle presque monopolisé la culture du riz selon les méthodes traditionnelles. Mais il est déjà dit plus haut que l'automation et la mécanisation bouleversent aujourd'hui le vieux concept de l'optimat de population et que des régions relativement dépeuplées, c'est le cas du Sénégal et du Mali, qui parallèlement à une politique de repeuplement adoptent les nouvelles méthodes scientifiques, pourraient se tirer d'affaire grâce à une mécanisation à outrance de l'agriculture et une automation aussi complète que possible de l'industrie au stade définitif. Il faut faire en sorte que le riz remplace le mil dans l'alimentation nationale. Des centres d'extraction pétroliers entièrement automatiques sont édifiés dans le bassin de la Volga et contrôlés à distance par un poste central unique. Ces centres permettent de quintupler la production de l'URSS. À Dartmoor, en Angleterre, la première centrale électrique robot du monde, commandée à 150 km de distance, est mise en marche cette année, 1960. Reboisement. La zone sahélienne, d'autant plus désertique qu'on remonte vers le nord, est la zone de reboisement par excellence. Aussi, dès 1950, avions-nous proposé une formule de reboisement de ces régions. Cette formule, qui avait été approuvée à l'époque par le peuple sénégalais et prise en considération par l'administration, fut laissée par la suite dans les tiroirs. Les méthodes appliquées dans le sud de l'URSS pour recréer l'humidité dans cette région nous seraient d'une grande utilité. Il importerait d'en tirer le maximum d'enseignements avant d'entreprendre aujourd'hui le reboisement de la zone sahélienne à l'échelle du continent. L'homme peut recréer l'humus sur le sable aride. Bien que la vocation du Mali pour l'installation d'une industrie chimique et textile et pour la culture du riz soit évidente, le dernier mot n'a pas été dit. Dans une phase ultérieure, si l'unification de l'Afrique rencontrait des difficultés momentanées assez importantes, le Sénégal pourrait installer une industrie lourde en important du charbon quinquéfiable pour le traitement du fer de Mauritanie et de Kédougou. Le cuivre de la même région pourrait être traité grâce à l'énergie hydroélectrique provenant du barrage de Gouina, dont il va être question ci-dessous. Le titane, qu'on trouve en abondance dans les sables côtiers, Casamance, Rufisque, Petite-Côte, avec d'autres métaux non ferreux, pourrait constituer le point de départ d'une métallurgie des alliages légers qui, dans l'avenir, avec le nouvel essor de la construction aéronautique et astronautique, revêtiront une importance capitale. Il importe aussi de mettre l'accent sur la culture, source prépondérante pour l'alimentation de la métallurgie. Il s'agit de la récupération des ferrailles de toutes sortes. Il est évident qu'au fur et à mesure que les mines des différents métaux s'épuisent, la récupération de la vieille ferraille devient progressivement l'unique moyen de se ravitailler en métal. Dans les années qui précèdent la guerre, l'industrie lourde allemande était ravitaillée par une grande part par la récupération de ferraille, c'est-à-dire que de nombreux blindés et cuirassés d'Hitler provenaient de cette source. Nous nous souvenons encore des navires qui stationnaient à Dakar
pendant des semaines, achetant la ferraille même par kilo, ramassée par les badauds, les enfants, les chômeurs de toutes catégories. Vis-à-vis de cette source de ravitaillement, qui même à l'heure actuelle est importante, le Sénégal est aussi privilégié que n'importe quel territoire. Mais dans l'immédiat, la source principale resterait le fer presque pur de la Mauritanie, dont le lieu de traitement naturel est le Sénégal. Les efforts qu'il faudrait fournir pour installer un combinat en Mauritanie, soit en fabriquant l'eau douce à partir de la mer, suivant les nouveaux procédés, et pour la cheminer sur des centaines de kilomètres par pipeline, aqueduc, soit en faisant des travaux d'aménagement pour atteindre à un endroit approprié le lac d'eau douce sur lequel reposerait le Sahara, sans compter les autres travaux d'aménagement dans un endroit désertique et sans arrière-pays, sont tels que ce travail serait prohibitif. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Dakar comme port principal de construction aéronautique et maritime se dessine d'une façon très nette. Même sans industrie lourde sur place, Dakar deviendra dans l'avenir, grâce à sa situation privilégiée, à l'abri qu'il offre, un des principaux centres africains de construction navale en important des tôles sorties des laminoirs des combinats avoisinants de Guinée ou du Zaïre. Tandis que Dakar continuerait à se développer, une fraction des nombreuses industries ci-dessous citées, en particulier textiles et matières colorantes, dûment installées à Saint-Louis, ferait renaître cette vieille capitale où abonde une gracieuse main-d'œuvre féminine inemployée. Élevage. La maigreur du bétail dans la zone sahélienne, Sénégal-Mali, est proverbiale. Une vache produit presque 10 fois moins de lait qu'en Europe. Les barrages d'irrigation qui seront construits sur les fleuves permettront, outre la culture du riz et du coton, celle de plantes fourragères et la création de prairies artificielles pour le bétail, dont, réciproquement, les excréments constitueront un engrais complet contenant à la fois de l'azote, de la potasse et du phosphate, c'est-à-dire les 3 éléments minéraux dont se nourrissent les plantes et dont le sol s'appauvrit constamment. De même, d'autres sous-produits de l'industrie alimentaire future pourront être systématiquement destinés à la nourriture du bétail. Tourteaux, poulpes de fruits des usines de conserve, etc. Nous n'avons pas de mouches tsetse, mais nous n'avons pas non plus de prairies dans le nord. Il faut installer des éoliennes, non pour produire l'électricité, mais pour l'abreuvage du bétail au ferlo, l'irrigation, la culture du tabac. En Casamance, il faudra pratiquer l'épandage par avion de produits insecticides, DDT, etc., pour lutter contre la mouche tsetse. L'étude de la commercialisation de certaines plantes qui pourront ainsi devenir plantes industrielles doit être entreprise. Problème de l'énergie. En ce qui concerne le Sénégal, il faudrait reprendre l'étude de la construction du gigantesque barrage de Gouina, situé au Mali en amont de Cayenne. Le site avait été choisi, entre autres raisons probablement parce que cette partie du lit du fleuve se trouve encore sur le socle ancien où l'eau se perd moins par infiltration qu'en terrain sédimentaire. Ce barrage devait permettre d'irriguer toute la haute vallée pour la culture du coton et du riz, de régulariser le cours du fleuve par la navigation en fonction des saisons, et en même temps de produire une énorme quantité d'électricité dont l'utilisation industrielle future n'est pas un problème aujourd'hui pour nous. L'interconnexion des lignes de haute tension collectant l'électricité produite par la cascade d'usines installées en aval du barrage, cette interconnexion avec les lignes provenant des centrales thermiques les plus éloignées, situées sur la côte atlantique ou au Mali, ne poserait aucun problème technique particulier de transport. En effet, les distances sont relativement réduites, très souvent moins grandes que celles qui séparent les usines françaises.
L'énergie électrique ainsi disponible après la construction du seul barrage de Gouina suffirait à elle seule pour alimenter toutes les industries du Mali et du Sénégal envisagées dans cette étude. Toujours en descendant la vallée du Sénégal, on doit, compte tenu de l'irrigabilité du terrain du fleuve, dont les eaux se perdent surtout par infiltration dans les terrains calcaires, étudier la rentabilité de la construction du barrage de Dagana et celle de microcentrales qui seraient échelonnées tout le long du fleuve jusqu'à la basse vallée et auxquelles l'aménagement de grands réservoirs permettrait de fonctionner même en période d'étiage. Il faut voir si la jonction de ces réservoirs est plus économique que la construction de microcentrales sans réservoir, qui fourniraient seulement une énergie d'appoint à certaines périodes de l'année et qui, pour le reste du temps, pourraient à peine fonctionner au centième de leur puissance installée. Le débit du Sénégal varie en effet de 10 m3 étiage à 4 ou 5 000 m3 hautes eaux. L'eau monte jusqu'à 12 mètres en période de crue. On étudiera de même la rentabilité de barrages sur la Haute-Gambie et la Casamance, ces deux fleuves qu'on a négligés jusqu'ici du point de vue hydroélectrique.